La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, nous parlons encore de la lutte contre la corruption. Aplousia, en avant-garde, s'appuie sur les maires, les cadres municipaux. Elle vient de lancer une croisade anti-corruption avec ses nouveaux partenaires. De l'histoire revisitée dans cette édition aussi ce soir. Aujourd'hui, 25 mai 2023, il y a 60 ans, l'Organisation de l'Unité africaine, l'ancêtre de l'Union africaine, voyait le jour. De l'Obuya à l'Uya, la marche vers l'unité africaine. Ce sera le dossier de cette édition. Et puis les hommages à Tina Turner, une légende, une source d'inspiration, une icône. L'artiste s'est éteinte hier à l'âge de 83 ans après un parcours hors norme. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. Et nous commençons d'abord par cette audience à la primature. Le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé a échangé avec une délégation de la Corée du Sud, délégation conduite par le ministre de la Coopération des Affaires d'État, Ban Moon-Kyoo. Une rencontre bilatérale entre les acteurs politiques des deux pays. Les précisions avec Arnaud Kilifou. Reçu par Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé, en présence de quelques membres du gouvernement, Ban Moon-Kyoo, ministre de Coopération des Affaires d'État de la Corée du Sud, à la tête d'une importante délégation, a abordé avec la chef du gouvernement des sujets relatifs à l'approfondissement de la coopération bilatérale entre Séoul et Lomé. Je suis venu pour transférer la lettre présidentielle à Madame la Première ministre. Monsieur le Président a célébré notre 60e anniversaire en relations diplomatiques entre Togo et Corée et il aimerait bien continuer et renforcer la collaboration entre les deux pays. Nous avons discuté sur des collaborations secteur privé et aussi notre aide pour que Togo puisse développer économiquement. Deux exemples parmi les échanges qu'on a fait. Et premier, ça s'appelle des ceintures de riz coréennes, K-Rice Belt. C'est pour combattre problèmes et crises alimentaires au Togo. Et deuxième, c'est digitalisation des recettes de pays. Nous avons décidé de collaborer avec d'autres entités ministérielles d'ici aujourd'hui présentes, avec d'autres organisations comme COICA et COTRA pour une collaboration bilatérale. La Corée du Sud est un partenaire de longue date du Togo. Cette coopération s'est illustrée par des appuis dans les domaines de la technologie, de l'agriculture et de l'éducation. On en vient maintenant à notre premier titre. La corruption, elle gagne notre société ici et là, ailleurs, en région, et c'est un euphémisme. Comment mieux traquer le mal? À Ploussia, l'instance de lutte appelle maires et cadres municipaux en renfort. Elle vient de lancer une vaste croisade anti-corruption avec l'onction du gouvernement. Abidé Niassimi. Stop à la corruption au Togo. La haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Ploussia plus qu'engagée. L'institution se fixe un nouvel objectif, améliorer la qualité de la gouvernance au niveau local. Afin d'arriver à asseoir cette transparence dans la gestion des biens publics, elle fait une offre alléchante aux élus et cadres municipaux. Renforcer leurs capacités en la matière. Et de façon spécifique, cette campagne vise à permettre à ces acteurs des collectivités locales de cerner mieux les concepts de la corruption, son ampleur, ses causes et ses conséquences, de développer la culture de l'intégrité et de redevabilité de ces élus cadres municipaux dans l'exercice de leurs fonctions. Le secteur public reste le plus touché par ce phénomène. Pour l'ambassadeur de l'Allemagne au Togo, il est important de s'associer à cette lutte pour un traitement plus juste et égal dans les administrations.
La formation et la sensibilisation des acteurs de la vie publique impliqués dans la gestion des collectivités territoriales constituent un vecteur efficace pour faire bouger les lignes en matière de la lutte contre la corruption. Nous souhaitons vivement que le programme de cette campagne nationale, qui va démarrer dans les jours à venir au profit des élus locaux et agents administratifs, puisse consolider les bases d'une gestion saine, transparente et durable des collectivités territoriales. La lutte contre la corruption est au cœur de toute politique de développement et le Togo, résolument, en fait une priorité. Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route 2020-2025 du gouvernement, plusieurs projets ont été initiés pour répondre aux préoccupations de nos communes. Il s'agit notamment du développement des territoires avec le schéma national d'aménagement du territoire, le projet P33, relatif à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de développement pour des communes pilotes, de l'extension des bureaux citoyens, de la promotion de l'intercitoyenneté, de l'urbanisme, ainsi que de la construction des logements sociaux, le projet P7. La cérémonie s'inscrit dans la continuité de l'ambition du gouvernement de faire de la promotion de la bonne gouvernance une priorité dans nos communes. Le renforcement des capacités de l'administration communale et des élus locaux constitue un maillon essentiel de la réussite du processus de décentralisation. Cette campagne, qui débute le mois prochain, va s'étendre sur 4 mois. Elle prend en compte toutes les régions du Togo. Et parmi les communes appelées en renfort, 7 bénéficient du projet d'infrastructure et de développement urbain PIDU. Des ouvrages à entretenir. Comment procéder? Eh bien, Emmanuel sert de guide. Il vient d'être validé par tous les acteurs. Sylvain Raboutou pour plus de précisions. Le PIDU, projet d'infrastructure et de développement urbain, un projet du gouvernement pour améliorer l'accès à des infrastructures et services de base, mais aussi aider les villes en matière de planification et de gestion urbaine. À travers ce projet, un diagnostic a été posé dans cette commune, ce qui a permis l'élaboration d'un manuel opérationnel de gestion et d'entretien des infrastructures et équipements, un manuel soumis ici à validation pour permettre aux 7 communes bénéficiaires, notamment Golfe 5, Zion 1, Kloto 1, Tchaoudo 1, Koza 1 et Tone 1, de mieux s'engager pour un meilleur entretien des équipements visant à assurer leur durabilité. Le gouvernement met tant de moyens pour réaliser des infrastructures, pour faire des investissements physiques et nous permettre d'améliorer le cadre de vie dans lequel nous sommes, dans chaque commune. Et il y a des routes qui sont construites, il y a des salles de spectacle qui sont construites, il y a des châteaux d'eau et tant d'ouvrages pour notre plein épanouissement qui est vraiment le souci premier du gouvernement. Mais nous remarquons que l'entretien de ces ouvrages laisse vraiment à désirer. Aujourd'hui, le manuel que nous sommes en train d'élaborer, c'est un manuel opérationnel d'entretien et de gestion des infrastructures, des équipements, des communes. Et nous avons commencé par 7 communes qui bénéficient du projet PIDU. Le manuel, une fois validé, va permettre aux différentes communes bénéficiaires de mieux appréhender les actions. Ceci pour une bonne planification visant à assurer une gestion des ouvrages dans chaque commune. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les démarches? À quelle période chaque commune doit faire l'évaluation de l'État, faire l'état des lieux de tout son patrimoine communal en matière d'infrastructures d'équipement, s'assurer de leur état de fonctionnement. Et maintenant, programmer les opérations d'entretien. Nous avons les opérations d'entretien courantes, d'entretien périodique et des grosses réparations qu'il faut faire. Tout ceci, c'est pour garantir la durabilité des ouvrages. C'est-à-dire comment faire pour pousser un peu la durée de vie. C'est vrai, on réalise l'ouvrage pour 20 ans, mais si nous savons l'entretenir, nous pouvons gagner encore 5 ans, voire plus, sur l'usage de cet ouvrage-là. À travers ce projet, les quartiers les plus défavorisés des différentes municipalités vont être réhabilités, ainsi que les infrastructures et équipements urbains.
Autre sujet évoqué ce soir, les droits humains. Qu'est-ce qui a été dit à la 28e session du Comité des droits des personnes handicapées à Genève? La CNDH et la FETAF nous font justement le compte-rendu et au-delà, les recommandations pour un mieux-être des personnes en situation de handicap. Karine Orlando. L'inclusion en matière d'éducation, l'accessibilité aux bâtiments administratifs ou encore l'autonomisation des personnes handicapées font partie des 90 recommandations faites au Togo. C'était lors de la 28e session du Comité des droits des personnes handicapées consacrée à l'examen des rapports dans les pays concernés. Les personnes handicapées ont des difficultés pour aller à l'école. Des personnes handicapées ont des difficultés pour avoir droit à la santé. Ils ont des difficultés pour avoir de l'emploi. La mobilité, quand vous voyez nos infrastructures, comment nos villes sont construites, la mobilité des personnes handicapées dans nos villes n'est pas simple. Il y a autant d'obstacles que la société crée pour empêcher la pleine jouissance des droits par les personnes handicapées au Togo. Et ce qui fait que la Convention vient pour donner les directives à prendre, les mesures à prendre pour pouvoir permettre le mieux vivre ensemble pour tous, une société inclusive, une société harmonieuse. Les points focaux des ministères et des institutions et d'autres acteurs réunis veulent trouver des stratégies pour une bonne exécution des recommandations. Les recommandations sont multidimensionnelles et chaque ministère doit pouvoir prendre, pour ce qui le concerne, les recommandations qui sont formulées à son endroit et travailler pour leur mise en œuvre. La CNDH et la FETAF, avec l'appui technique et financier de Sign Saver, comptent étendre la vulgarisation de ces recommandations à d'autres couches de la société, ce qui va stimuler une meilleure prise en compte des besoins des personnes en situation de handicap au Togo. Droits de l'homme encore. Comment garantir la sécurité économique des femmes et par ricochet, comment garantir l'égalité entre les sexes? Sur la question, le Togo est cité un exemple à une rencontre ce jeudi à Lomé. La teneur de cette rencontre avec Dodo Haré. Des lois et cadres juridiques pour protéger et restaurer la femme dans ses droits, les pays réunis dans cette salle en disposent. Mais certains restent toujours discriminatoires et constituent une menace à l'égalité de sexe. Chaque pays veut apprendre de l'autre pour renforcer son arsenal juridique et lever les obstacles qui empêchent encore les femmes de prendre part active aux économies de leur pays. Un partage de connaissances que la Banque mondiale encourage. Nous avons marqué le coup en invitant des participants de 15 pays de la région au Togo pour montrer les efforts que le gouvernement fait. Et Madame le ministre a donné des informations très précises sur les types de réformes qui ont été engagées et les résultats qui sont attendus. Et nos efforts vont dans ce sens et on ne manquera pas de soutenir le secteur privé et les autorités pour avoir un impact encore plus important. Au Togo, plusieurs initiatives et lois adoptées à l'Assemblée nationale garantissent aujourd'hui l'équilibre économique, socio-professionnel et familial de la femme. Des réformes engagées par le chef de l'État et qui ont fait passer de 25 à 35% la représentation des femmes dans les instances décisionnelles. Le ministre chargé de la promotion de la femme en mesure la portée. Cet engagement, voulu par le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozmna Gnassingbé, se traduit par de nombreux programmes et projets définis et mis en œuvre pour la protection et la promotion des droits de la femme. Le cadre juridique et institutionnel s'est amélioré, marqué par la révision en 2022 de la politique nationale pour l'équité et l'égalité de genre, assortie d'un plan d'action et d'un cadre institutionnel de mise en œuvre. La vision poursuivie à travers cette politique est de faire du Togo un pays émergent sans discrimination, où les femmes et les hommes ont les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa croissance.
Les avancées engagées portent également sur l'adoption d'un nouveau code pénal, d'un nouveau code des personnes et de la famille, d'un nouveau code foncier, d'une stratégie nationale d'intégration du genre dans les politiques et programmes de développement, de la révision de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi que de l'adhésion du pays à des conventions internationales. Il y a bien plus encore. Le Togo obtient une moyenne de 81,9 sur 100 dans le rapport Les femmes, l'entreprise et le droit, édition 2023 de la Banque mondiale. L'évaluation de la banque a porté sur plusieurs indicateurs. Sur 8 indicateurs, il obtient un score parfait de 100 points dans 4 domaines, à savoir la mobilité, le travail, la rémunération et la retraite. Cette performance repose sur des réformes mises en œuvre au fil des années. Les dernières en date sont intervenues au cours de l'année 2022. Et ce sont 4 lois qui ont été modifiées en 2022 en faveur des femmes. Le Code de sécurité sociale, le Code des personnes et de la famille, le nouveau Code pénal et le Code du travail. Des dispositions qui garantissent l'égalité des sexes et le bien-être de la femme. Je vous amène maintenant à Kara, et pour ceux qui connaissent bien la ville, au quartier Tchitchinda. Son lycée a fait peau neuve, vous allez le voir, avec un nouveau bâtiment, un don de la société Bébé, en appui au gouvernement. La réception, le récit, sur place, Désiré Aloy, notre bureau à Kara. La brasserie du Bénin Bébé fait parler son cœur au lycée de Tchitchinda à Kara. Elle fait don aux populations un bâtiment scolaire de 4 salles de classe qui seront bientôt équipées. Bébé étend davantage son action sociétale en accompagnant ainsi le gouvernement togolais dans son plan de développement à la base. Nous avons commencé petitement jusqu'au niveau sénage. Étant à bout de souffle, nous avons dû, n'est-ce pas, laisser des demandes un peu partout. La brasserie BBA Lomé est venue nous achever ces travaux, ayant constaté que le bâtiment qu'il vient de construire, 2 salles de classe, n'auront pas des bancs en équipement. Alors, étant sur les lieux et vivant les réalités, il nous a promis, n'est-ce pas, de nous équiper ces 2 salles-là en bancs. C'est une joie énorme. 5 mois après notre première visite à l'école, on vient faire l'inauguration de 4 nouvelles classes. Déjà s'engager sur des bancs et des chaises pour les élèves. J'ai vu qu'il y avait un stade de foot, il faut de l'eau, il faut un système d'électricité autonome aussi, solaire. Donc on va parler avec la mairie, on va parler avec toutes les parties prenantes pour qu'on puisse essayer de continuer à développer cette école qui, je rappelle, a plus de 1000 élèves. La bienfaitrice Bébé entend par cette infrastructure matérialisée contribuer à l'amélioration des conditions de pratique de classe dans cet établissement à l'effet de booster le taux de réussite. Le lycée est déjà au-delà de 1041 élèves. Nous sommes dans un double flux. Il y a certains qui viennent de 7h à midi et midi déjà un deuxième groupe vient. Par manque de salle de classe, donc 316 élèves vont regagner ce joyau. Au nom du Collège des enseignants, nous leur disons un sincère merci. Nous saluons et remercions vivement nos partenaires de tous les bords parce que la finition de ce bâtiment de 4 salles de classe, c'est un grand soulagement pour nous. Ça rend visible les actions du gouvernement en matière d'éducation dans les localités, même les plus reculées. La société Bébé distribue ainsi les bénéfices avec les populations. Un cahier de charges voulu pour être davantage plus proche des communautés, soutenant ici le processus enseignement-apprentissage de qualité, un plan d'action du gouvernement togolais. Et voilà, un bâtiment qui pourrait bien servir aux prochaines occasions de centre de recensement. Le recensement, parlons-en justement ce soir avec l'opération dans l'Ogou, 4e jour. Quel constat? Direction Ogou 1 et Ogou 4 avec ce reportage de Sylvain Aboudjou et notre bureau à Takwari. Ils sont ici pour un seul et même but, se faire établir la carte d'électeur. Il s'agit de ces hommes et femmes toujours mobilisés autour de cette opération de recensement démarrée depuis samedi dernier dans la zone 2. Un exercice auquel chacun veut se prêter pour disposer de ce précieux sésame. C'est le cas de Convi Yao, qui, après quelques minutes passées ici, rentre en possession de sa carte. C'est bien passé.
je suis fier même de le faire. Parce que c'est un devoir civique auquel je dois me soumettre. Chacun a le devoir d'avoir sa carte et de participer alors aux élections. Tout comme lui, beaucoup se sont également pliés à ce devoir. Ça a été très rapide. Moi, j'ai déjà pris la mienne. Donc, j'invite les autres aussi à passer faire la carte d'électeur. C'est dire que l'opération se déroule. Eh bien, dans certains centres de recensement, par exemple, les OPS s'organisent à leur manière pour mieux satisfaire la population. Ici, chaque jour qu'on vient, on reçoit les gens et on leur donne les numéros par ordre d'arrivée. Et on prend au nombre de 10. Quand 10 passe, on appelle encore 10 qui rentrent. Et au fur et à mesure, ça passe. Il y a de l'affluence, telle que vous l'avez constaté. Nous ne savons pas comment la suite y serait. Nous faisons un effort quand même pour déborder même des fois des heures qui sont fixées, c'est-à-dire 7 heures et 16 heures. Nous débordons. À la commission électorale locale indépendante CELI, au goût 1 et 4, de nouveaux centres ont été créés dans la dynamique de désengorger l'effectif pour faciliter et assurer la rapidité du recensement. Nous sommes aujourd'hui effectivement au 4e jour des opérations. Les opérations se déroulent normalement. Nous avons constaté un engouement sérieux de la part de la population, des pétitionnaires. C'est ce qui nous a amené à envisager la création de 10 CLC pour désengorger un peu et pour ne pas faire souffrir la population. Et évidemment, la CENI nous a écoutés et elle a opté pour cette création-là. Donc on a ajouté 10 CLC. C'est ce qui fait que vous allez constater qu'aujourd'hui, il y a une certaine fluidité. Cette opération se poursuit. Elle prend fin le 27 mai dans la zone 2. Il revient donc aux uns et aux autres de s'activer pour se faire établir cette carte, la seule devant nous permettre d'accomplir notre devoir citoyen lors des élections. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. L'explosion au port de Beyrouth au Liban, c'était un peu plus d'1 an maintenant, mais c'est encore présent dans les esprits. Comment éviter la catastrophe ici? Au port autonome de Lomé, on anticipe une sensibilisation sur la gestion des marchandises dangereuses. Ça a commencé ce matin. Ulrich Chamiga. En 2020, une énorme explosion a dévasté le port de Beyrouth. Cet événement tragique, causé par du nitrate d'ammonium, a fait de nombreuses victimes humaines et matérielles. Depuis lors, les pays ont pris des mesures pour gérer les marchandises dangereuses dans les zones portuaires et extraportuaires. Les acteurs de la plateforme portuaire de Lomé sont ici informés et instruits. Ils vont maintenant pouvoir gérer efficacement ces marchandises dans leurs infrastructures. Il faut expliquer aux usagers portuaires qu'on ne peut pas importer les produits dangereux comme on le veut, mais ça doit répondre à certaines conditions. Il y a des conditions d'emballage, d'arrimage à bord d'un navire, de transport lorsque ça arrive au port pour faire sortir ça du port, et le temps que ces produits doivent aussi faire selon leur degré de dangerosité. Et on ne peut pas laisser ces produits longtemps aussi dans nos espaces maritimes. Des mesures de sécurité ont été mises en place par le Togo, allant de l'acheminement au stockage, en passant par la manutention des marchandises dangereuses. Une réglementation datant d'août 2021 a été instaurée pour réduire les risques d'accidents, protéger les ressources biologiques, la faune, la flore marine et les sites. Un important challenge porté par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence le président Faure Essozimna Gnassingbé, est de faire du Togo un hub logistique de référence dans la sous-région. Un challenge relevé au vu des performances et des sollicitations de notre plateforme portuaire, dont un atout essentiel est la sécurité et la sûreté de nos espaces. Une commission permanente d'inspection et de contrôle des sites de stockage des marchandises dangereuses a été à cet effet mise en place et est à pied d'œuvre sur le terrain. Le présent atelier, qui est son œuvre, va sûrement présenter les rapports de visite des sites et adresser les non-conformités relevées. Le port autonome et la zone portuaire constituent le cœur de l'économie même de notre pays. Donc, mieux vaut prévenir, et généralement prévenir coûte moins cher. Mais guérir
Non seulement ça coûte cher, mais on n'a pas la certitude de maîtriser ce qui est arrivé. Selon les statistiques, plus de 50% des marchandises dangereuses transitent quotidiennement par les ports du monde. Les acteurs de la plateforme portuaire de Lomé s'engagent ainsi pour davantage contribuer à parvenir à zéro accident. Dans l'actualité, cette rencontre Plantogo et ses partenaires, rencontre mardi dernier à Lomé. Objectif, valider son programme sur les 4 années à venir. Edwige Atapa-Bassabi avec Gisèle Kozona. Dans le processus d'élaboration de la nouvelle stratégie pays pour la période 2024-2028, Plan International Togo a réalisé une revue de la stratégie en cours en interne et en collaboration avec des organisations de jeunes. Cette revue a été suivie d'une analyse de la situation validée avec l'ensemble des partenaires, y compris les organisations des jeunes. Nous avons voulu avoir une approche participative, inclusive, et vous avez l'ensemble des acteurs avec lesquels nous travaillons pour les droits des enfants et l'égalité pour les filles qui sont réunis. L'élaboration de cette stratégie a commencé d'abord par une évaluation de la stratégie sortante et des forces et des faiblesses de Plan International au Togo, suivie d'une analyse de la situation pour bien comprendre le contexte et avoir une stratégie qui soit adaptée. Afin de garantir la prise en compte de ces besoins dans les prochaines priorités, cette rencontre vise à valider les orientations stratégiques majeures pour les 5 prochaines années. Les choix stratégiques seront analysés à la lumière de la situation, des priorités nationales et des objectifs de développement durable. Nous avons déjà les 3 choix, les 3 piliers de la stratégie 2024-2028, mais nous voulons, avec les partenaires, échanger, discuter pour valider ces choix. Est-ce qu'ils correspondent aux priorités pour que les droits des enfants et l'égalité pour les filles au Togo soient atteints? Est-ce que ces choix stratégiques que nous avons opérés sont pertinents? Est-ce qu'ils sont facteurs de changement positif et durable? Est-ce qu'ils sont alignés avec les ambitions de la République togolaise quand il s'agit des droits des enfants, des droits des jeunes et de développement? La stratégie de Plan International Togo repose sur une approche partenariale impliquant un réseau de partenaires stratégiques à différents niveaux. L'objectif est d'influencer les lois, les politiques, les programmes, les budgets ainsi que les normes et croyances préjudiciables à l'égalité des filles. Il est 20h27. L'actualité à l'étranger et ce vent d'histoire dans cette édition. Aujourd'hui, 25 mai 2023, nous l'annoncions en titre. Il y a 60 ans, l'Organisation de l'Unité africaine voyait le jour. C'est l'ancêtre de l'actuelle Union africaine, de l'OUA à l'UA, la marche vers l'unité africaine. C'est le dossier de cette édition de Céciné Marie-Hélène Beta avec Abidé Niassingbe. L'unité africaine, comme idéal, c'est le rêve de ces tout nouveaux États africains indépendants. Mais quel modèle politique et économique viable panafricain pour transformer le rêve? En réponse, le 25 mai 1963, 32 États africains signent la charte de l'Organisation de l'Unité africaine à Addis Abeba en Éthiopie. L'OUA est née, une structure dépendante de ses propres institutions et protectrice des intérêts de l'Afrique. Le choix de l'Éthiopie, terre jamais conquise par le colonisateur, n'est pas anodin. En tête du mouvement, le Ghanéen Kwame Nkrumah, le Togolais Sylvanus Olympio, l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié et le Malien Modibo Keïta. Une coalition panafricaine complète, incluant également les États d'Afrique du Nord. Il est surtout question d'entérimer un fonctionnement économique convergent. Et c'est pourquoi en juillet de l'année 1991, le traité d'Abuja au Nigeria prévoit la création d'un marché commun africain avant 2025. En 1999, l'OUA change le cap lors de la conférence de Sitre en Libye. Sur les prémices de 1999 donc, l'Union africaine est officiellement créée le 9 juillet 2002 lors du sommet de Maputo au Mozambique. Elle établit la paix et la démocratie comme condition sine qua non au développement du continent. Pour cela, elle adopte ses propres organes politiques. La Commission de l'Union africaine, le Parlement panafricain, le Conseil de paix et de sécurité. Pour favoriser les investissements étrangers, l'Union africaine crée
le programme NEPAD, Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Le traité prévoit aussi la création d'une banque centrale, concrétisation d'une zone monétaire définie donc comme une monnaie commune. Le UA sera le fer de lance chargé d'accélérer et d'approfondir le processus d'intégration économique et politique sur le continent. Son acte constitutif prévoit des organes et institutions inspirés notamment du modèle de l'Union européenne. La vision de l'Union africaine, bâtir une Afrique intégrée, prospère et en paix, dirigée par ses propres citoyens et constituant une force dynamique sur la scène mondiale. Toujours en exercice, l'UA peine néanmoins à atteindre ses objectifs initiaux. Tous les pays africains sont membres de l'UA, ainsi que la République Haïti. En 1984, le Maroc quitte l'organisation après l'admission au sein de l'OUA de la République arabe sahraoui démocratique. Mais depuis janvier 2017, le pays a fait son retour au sein de l'organisation panafricaine. Dans le reste de l'actualité, les hommages à Tina Turner, une légende, une source d'inspiration, une icône de la Maison-Blanche au monde du spectacle. Tous rendent hommage à la reine du rock. Le monde de la musique ne sera plus jamais le même. Miraculeux de la scène au parcours hors norme. Retour sur une vie de guerrière. Elle tombée, spontanément, ils se sont réunis devant la maison de la star. Tina Turner vivait en Suisse. C'est dans ce pays qu'elle est décédée ce mercredi. Pour ses voisins, lui rendre hommage est évident. Parce que c'est la reine de toutes les femmes. J'aime Tina, je suis son voisin et je suis sous le choc. Aux États-Unis aussi, les fans ont tenu à fleurir sa plaque sur le mythique Hollywood Boulevard. Pour les Noirs en général, c'est une pionnière. Elle a ouvert la voie à tant d'artistes, même s'ils l'ignorent. C'était une femme si forte, elle a pu surmonter les difficultés, avancer et briller dans ce qu'elle faisait. Sur Internet, de nombreux artistes partagent également leurs émotions. Le chanteur des Rolling Stones, Mick Jagger, dit pleurer une amie. La chanteuse Ciara, l'actrice Viola Davis évoque une formidable source d'inspiration. Même la porte-parole de la Maison-Blanche salue la mémoire de la reine du rock. C'est une nouvelle incroyablement triste. Tina Turner était une icône de la musique qui a connu de nombreuses étapes et de nombreux moments extraordinaires dans sa carrière. Je suis très triste d'apprendre cette nouvelle. J'étais une grande fan de Tina Turner. Tina Turner se disait apaisée depuis sa découverte du bouddhisme. D'après son agent, la chanteuse s'est éteinte paisiblement après une longue maladie. Elle avait 83 ans. Et cette année, ce sera le 2 décembre, retenez déjà la date, l'élection Miss Togo 2024, la 28e édition. Donc la date a été dévoilée ce jeudi par le comité Miss Togo qui lance du coup et dans la foulée les préliminaires. Nous reviendrons sur le sujet dans nos éditions à venir. Ce communiqué, avant de refermer la présente, le gouvernement rappelle à l'aimable attention de toute la population togolaise que la 9e édition des Journées nationales du sport sera observée le samedi 27 mai 2023 de 7h à 10h sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, il invite tous les concitoyens et concitoyennes drapés chacun dans sa tenue de sport à sortir massivement et se diriger vers les aires de jeu préalablement définies par leur mairie de résidence afin de participer activement à cette édition et de contribuer à sa réussite. Tout comme les éditions passées, cette 9e édition sera marquée à la fin des épreuves physiques et sportives par des séances de sensibilisation dans chaque commune sur les thématiques liées aux maladies non transmissibles, aux questions du vivre ensemble, de la salubrité publique, de cohésion sociale et de paix. Infoline 228 22 22 10 53. Communiqué signé de Dr Lydie Bessi-Kama, ministre des Sports et des Loisirs, et qui referme donc cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir de partout, notamment de Tichinda à Kara ou encore de Ntipou, c'est dans Ogu 4, et comme d'habitude et toujours fidèlement. Très belle soirée.